Bounty law. You don't ever bring him in alive, now do you, Jake? When there's 3 of them and 1 of me. Spéculation, le podcast d'Emmanuel Burdeau, épisode 15. Aujourd'hui, The Sweetest de Sean Price Williams. Le film est sorti sur les écrans français le 13 mars dernier, sur une 50aine d'écrans, et le film est distribué par Potemkin Film. Nous avons pu montrer le film en avant-première, nous, à Dijon, en présence du réalisateur et du scénariste Nick Pinkerton. Tous les deux sont amis. Ils nous ont d'ailleurs appris qu'ils venaient d'une cinéphilie de vidéoclub à New York. Tous les deux sont new-yorkais, c'est très important pour le film. Excuse-moi, je t'interromps. Oui, je trouve que c'est... bonjour et bienvenue à tous. Je trouve que j'aime bien cette idée qu'on est un petit peu en retard par rapport à la sortie du film, puisqu'il est sorti, il est sorti depuis 8 jours à peu près. Mais j'aime bien qu'on reparte de la soirée, du débat, de l'avant-première à l'Eldorado. Bon, ce podcast, c'est Spéculation by SoFilm, il est hébergé par SoFilm, il est labellisé SoFilm, qui est un magazine de cinéma, mais on le fait ensemble. Toi, tu es le directeur de l'Eldorado. Et c'est quand même des moments, j'ai l'impression que c'est pas des choses dont on parle très très souvent. Les débats, les avant-premières, tout ça, c'est des moments qui sont très précieux, je trouve. Et ce soir-là, alors, Sean Price Williams, aura finalement fait assez peu de discussions en France, parce que je crois que la circulation du film est peut-être un peu moindre que ce que Potemkin pouvait l'espérer. Oui, puis son passage en France était réduit parce qu'il était pris entre 2 tournages, il devait filmer un clip juste après, aller à Londres, etc. Il se trouve que Sean Price Williams, on le connaît. Si on le connaît, parce qu'on n'est pas forcément, on le connaît pas nécessairement, si on le connaît, c'est d'abord comme chef opérateur. C'est un grand chef opérateur, en tout cas c'est un chef opérateur, notamment de cinéastes qui sont quand même vraiment important aujourd'hui, les frères Safdie, et c'est quelqu'un qui réalise pour la première fois un long métrage, qui a fait appel pour l'écriture de son long métrage à un critique de cinéma qui est Nick Pinkerton, qui était là aussi, et qui a dit très belles choses sur la critique de cinéma, qui a eu un discours très engagé sur le fait qu'il était devenu scénariste, mais qui pensait qu'en gros, critique un jour, critique toujours. Oui. Ce qui, moi, m'a beaucoup plu, parce que, en général, les gens ne sont que trop pressés de quitter la critique de cinéma. On a senti que pour lui, c'était vraiment... il attachait une très grande importance. Et c'est son premier scénario, c'est la première fois. C'est son premier scénario. Et l'un et l'autre ont dit des choses, parmi les choses qui peuvent peut-être nous aider à lancer la discussion. Ils ont dit plusieurs choses, qui venaient en effet d'une cinéphilie de vidéoclub, qu'ils avaient travaillé tous les deux sous la même enseigne de vidéoclub à New York, mais dans des boutiques un peu rivales, je crois, l'un à Brooklyn et l'autre à Manhattan, je sais plus exactement, que Tarantino était passé, que tout ça les a beaucoup nourris, que notamment dans les vidéoclubs, donc c'est des gens qui ont à peu près 45 ans, parce qu'aujourd'hui vidéoclub ça existe plus, que une des choses qu'ils avaient apprises dans les vidéoclubs, c'était d'aimer aussi bien, si je reprends un peu ces termes, le cinéma, disons, qui serait le plus bas, quoi, le cinéma le moins coté, le moins respecté. Il a parlé des productions trauma, il a parlé du cinéma d'horreur, il a parlé de toutes ces choses, disons un peu cheap, quoi, voilà. Série Z, parce que je pense que par rapport à ce film, c'est pas totalement aberrant de parler de série Z, mais aussi qu'il aimait des choses beaucoup plus nobles. Je crois qu'il a évoqué Griffiths, il a évoqué d'autres choses. Et que une des tentatives de ce film, c'était de marier les deux. Bon, première chose qui me semble assez importante, ils ont très bien parlé tous les deux de ça. Ce dont il a parlé aussi, ce sur quoi il a vraiment insisté, et qui m'a moi beaucoup frappé, parce que je m'étais pas vraiment fait la remarque, ou peut-être pas assez la remarque en voyant le film, c'est ce qu'on entend pourtant dans le titre, The Sweetest. C'est un road movie, mais souvent les road movies, c'est vers l'ouest. C'est les road movies pionniers, c'est les westerns, c'est tout ce qu'on connaît. Et c'est plutôt, quand c'est pas vers l'ouest, c'est à l'ouest. Bon. Et que lui, il avait voulu faire un road movie à l'est. Ce qui veut dire plusieurs choses dans son esprit. D'abord qu'il aime pas beaucoup l'ouest. Il continue, voilà, c'est aussi ce que je voulais dire, il continue à travailler à Hollywood et tout ça comme chef opérateur, parce que il veut continuer à faire des films, mais qu'il pense que pour manger, il a besoin de continuer comme chef opérateur. Donc c'est un peu, à partir de maintenant, il aimerait vivre un peu sous ce double régime, comme chef-op pour gagner sa vie, et faire des films qui lui rapportent pas l'argent, mais qui correspondent aux films qu'il a envie de réaliser. Je pense que pour Nick Pinkerton, c'est un petit peu la même chose. Continuer à écrire sur le cinéma pour gagner sa vie, même si c'est devenu de plus en plus difficile, on en parlait avec lui.
et puis continuer à écrire des scénarios, je pense d'ailleurs, en tout cas dans un premier temps, uniquement pour Sean Price Williams. Donc, bon. Donc l'Est, un road movie à l'Est, et qui se déroule, nous a-t-il expliqué, enfin on le voit dans le film, mais évidemment lui nous a apporté des indications précieuses, qui se déroule en fait sur un périmètre très petit, sur des petites distances. Hein. Il a très bien dit que, alors on est quoi? On est entre Baltimore, Washington, le New Jersey, donc voilà, dans des distances où il disait en gros, vous franchissez 100 km et l'accent est pas le même, le rapport aux minorités est pas le même, la langue est pas le même, le niveau social est pas le même. Bon, ça je crois que c'est intéressant parce qu'on a nous cette idée de l'Amérique comme les grands espaces, les grandes distances, les grands destins, les grandes destinations. Et lui, très clairement, a dit non, moi c'est pas ça qui m'intéresse. D'ailleurs, il le dit dans l'entretien des cahiers. Moi, je m'intéresse pas au grand angle, je veux pas filmer large, je veux filmer près. Hein, il veut vraiment être très près. Alors, ce qui est impressionnant, donc très près et sur de petites distances. Ce qui est impressionnant, pour entrer un peu plus évidemment dans le détail du film, ce film, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est interprétée par cette actrice qui s'appelle Talia Ryder, qui sans doute est assez connue déjà, enfin elle est relativement connue, va le devenir beaucoup plus, qui interprète une jeune femme qui s'appelle Liliane. Bon, elle change de prénom au fur et à mesure du film, mais son vrai prénom supérieur, c'est Liliane. Puis à l'occasion d'un voyage de classe, hein, elle doit être au début de l'université, un truc comme ça. Elle fait une fugue, et cette fugue va connaître un certain nombre d'étapes, on pourrait presque dire de stations, bien que ce soit pas du tout un chemin de croix, et elle va traverser un certain nombre de... Alors justement, je pense que c'est une des interrogations qu'on peut avoir à propos du film. Est-ce que c'est des communautés qu'elle traverse? Est-ce que c'est... qu'est-ce qu'elle traverse exactement? Ce qu'on peut dire, c'est que... elle rencontre d'abord des types dont l'un est interprété par le fils de Nick Cave, Earl Cave, qui se présente à la fois comme artiste et comme activiste, et il dit artiviste. Donc c'est plutôt des gens très marqués à gauche, hein, qui préparent pour le lendemain une espèce de je crois, quasiment un attentat, quelque chose comme ça. Et puis elle leur fausse compagnie, je crois, sans l'avoir vraiment voulu. Elle se trouve ensuite être prise sous son aile par un suprémaciste blanc interprété par Sean Baker, qui est non seulement un suprémaciste blanc, mais un homme d'une grande culture et d'une grande délicatesse. Simon Rex. Simon Rex. Alors, Sean Baker, c'est autre chose. Sean Baker, c'est lui qui avait réalisé un film dans lequel il avait joué, Red Rocket. Et puis ça va continuer comme ça. Elle va être prise elle va être engagée par un couple de cinéastes qu'on pourrait appeler branchés. Ensuite, elle va se retrouver dans une espèce à la campagne. On ne sait pas si ce sont des islamistes, mais enfin, ils sont fans de musique techno. On sait pas. Et puis voilà. Elle passe d'une certaine façon, elle ne passe pas de bras en bras, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'elle reste au contraire. Et ça, ils en parlaient aussi très bien. Le film s'ouvre, on la découvre au lit après avoir couché avec un garçon, et on comprend sans doute que c'est la première fois. Et aussi bien Nick Pinkerton, le scénariste, que Sean Price Williams expliquaient très bien que pour eux, comment c'est quelqu'un qui, au fond, on sent ou on doit sentir qu'elle n'est pas très à l'aise après ce premier rapport sexuel, après ce qu'on pense potentiellement être son premier rapport sexuel, et que d'une certaine façon, tout le reste de l'histoire est un petit peu déterminé par le fait qu'elle ne sait pas exactement encore comment se situer par rapport à ça. Et je dirais d'autant plus déterminée que lorsqu'elle va finalement réintégrer sa propre communauté à elle, un peu white trash, disons, à peu près toutes ses copines seront enceintes et seront sur le point d'accoucher. Donc voilà un peu le cadre. Et ce qui est étonnant, et puis bien sûr je te repasse, ce qui est étonnant dans le film, moi c'est un peu le débat que je voudrais ouvrir. Sean Price Williams, il disait, et ça m'a beaucoup frappé, il disait c'est étonnant parce qu'il n'y a que en France où on m'interroge au sujet de ce suprémaciste, enfin nazi, hein, il est nazi, il fait dormir son hôtesse, la fille qu'il reçoit, dans une couette à l'imprimé de croix gammée. Donc je pense que son orientation idéologique fait assez peu de doute. Et il disait, il y a que en France où on m'interroge sur ce personnage qui est à la fois et manifestement d'extrême droite réellement, et qui en même temps est très cultivé, est très respectueux, et n'offre aucun des signes extérieurs qu'on associe d'habitude aux nazis. Et la question que je voulais poser, c'est la suivante. C'est que c'est vrai que moi, ça m'a frappé, et le réalisateur des IAQ en France qu'on me posait. Moi, ça m'a frappé parce que je me disais, finalement, c'est vrai qu'elle va traverser comme ça un certain nombre de groupes dont on pourrait presque dire qu'ils sont tous à leur façon un peu radicalisés,
aussi bien les cinéastes qui sont un peu, disons, une figure un peu radicalisée au sens du folklore, quoi, au sens de la parodie. Évidemment, ils n'ont pas une radicalisation strictement parlé politique, encore moins terroriste, mais quand même. Et que cette figure-là du suprémaciste, ça permet de nous dire, est-ce que au fond, on nous montrerait une Amérique, hein, où tout le monde s'est radicalisé, mais au fond, sur un mode folklorique, donc sur un mode inoffensif, donc sur un mode comique, et qui porterait à rire, ou est-ce que au fond, cette radicalisation qui serait un peu comme ça multiforme, elle doit vraiment nous inquiéter. Et en voyant le film, on ne sait pas, en fait. Et je pense que ceux qui n'aiment pas tellement le film le lui reprochent, c'est-à-dire une espèce de distance un peu narquoise, où en gros on montre un pays complètement atomisé, je pense que l'adjectif est bien choisi, c'est-à-dire où il n'y a plus que des petites communautés totalement refermées sur elles-mêmes, et en état quand même de très forte radicalisation. Mais en même temps, ce serait l'objet, au fond, d'un conte, hein, puisqu'on a beaucoup parlé d'Alice au Pays des Merveilles, oui. plutôt que d'une charge. Voilà. Je ne sais pas comment tu vois les choses, mais moi, devant ce personnage, je me dis, tiens, j'aime beaucoup l'idée du contre-pied, de dire, on va peindre un personnage comme ça, et on ne va pas lui donner l'aspect agressif, inculte, fan d'armes à feu et tout ça. D'accord, mais malgré tout, je m'interroge. Voilà. Bon, moi, il me semble effectivement que le film bascule à travers ce tunnel qui n'est autre que le passage d'Alice oui, parce que la première fois qu'elle dans un autre monde, voilà, elle échappe à ses copains étudiants dans le sous-sol d'un bar un peu étrange où il y a d'ailleurs un braquage en cours. Enfin, c'est même pas un braquage, c'est une mamie armée qui débarque et qui est persuadée qu'au sous-sol de ce bar, il y a une traite d'enfants et on viole des enfants, on les viole, on viole des enfants voilà. au sous-sol du bar. Et donc elle veut sans doute buter le patron. Enfin, elle est très véhémente et armée. Et donc on sent bien que d'une certaine façon, ce personnage, parce que je pense que son genre est indéfini, parce que le patron l'appelle monsieur, on sent bien que ce personnage est déçu, d'une certaine façon, de ne pas trouver l'horreur qu'il est venu chercher. Ouais. Et donc, on traverse ce tunnel où on voit quand même un tricycle d'enfants. Donc, oui. C'est-à-dire que l'hypothèse n'est pas complètement évacuée par le film. Non, c'est vrai. Et évidemment, on bascule dans un monde qui n'est pas tout à fait la réplique de l'Amérique actuelle, mais qui est un peu un pas de côté, mais qui lui ressemble dangereusement, effectivement. Moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu dis, notamment sur l'atomisation des communautés. Je pense qu'en revanche, il y a quand même un fil. Il me semble qu'il y a différents motifs directeurs dans ce film. Peut-être que le premier serait justement que chaque position comporte son inverse dans ce film. Ce suprémaciste blanc est fort sympathique. Ces cinéastes militants, ce couple de cinéastes militants new-yorkais qui font des films un peu underground, se trouvent être complètement, je sais pas, tellement empreints de leur cinéma qu'ils en deviennent absolument ridicules. Et finalement, ils jouent un peu on pourrait dire des forceurs, quoi, auprès d'elles. Enfin, il y a quelque chose d'assez malsain, quoi, qui se joue, alors qu'ils sont empreints de toute cette philosophie d'égalité entre les sexes, d'égalité entre les races, etc. Oui, parce on les sent très ambigus, finalement. Oui, ça occasionne d'ailleurs un petit moment presque de suspense, parce que on peut parler de l'histoire, le film est sorti, elle a volé un sac d'argent aux suprémacistes, et elle est en cavale à ce moment-là, et ce couple lui met le grappin dessus, et elle a peur. Au début, elle pense que c'est quasiment pas la police, mais elle pense qu'on lui en veut. Et en fait, non. Mais malgré tout, c'est vrai que d'une certaine manière, ils sont après elle. Ils sont après elle, comme la nouvelle muse dont ils ont besoin, la livre de chair fraîche dont ils ont besoin pour faire leur film. Absolument. Ils sont quand même un peu. Oui. Ils s'emparent d'elle, comme tu dis. Oui, complètement. Mais d'ailleurs, chacun des personnages qu'elle va croiser parle pour elle, enfin lui mettre des idées ou des mots dans la bouche quand il s'agit de filmer dès le début, quoi. Dès le début, il y a une fille dans ce salon là des activistes gauchistes qui essaie de lui expliquer qu'elle est en train de fuir quelque chose. Oui, elle lui dit je sens que tu es en train de fuir quelque chose. Oui, je sens que tu es en train de fuir quelque chose. Elle pense que non. Ensuite, ce suprémaciste blanc qui est persuadé
qu'elle doit correspondre à l'image qui se fait de la jeunesse. Donc, elle doit être perdue. Elle ne l'est pas forcément. Ces cinéastes, voilà, à chaque fois, on l'assigne. Donc, il y a comme une politique de l'assignation qui se joue constamment. Et moi, je trouve ça quand même très, très, très réussi, passage après passage. Malgré effectivement peut-être un côté un peu foutraque de la mise en scène, c'est-à-dire qu'il y a énormément de régimes d'images qui se succèdent, des intertitres qui apparaissent, on est dans différentes époques aussi, le film n'arrête pas de changer d'échelle et d'époque, de régime d'images, mais malgré tout, il y a des permanences que je trouve très belles, dont l'une, à mon avis, et qui est peut-être la plus fertile, parce que justement ça parle de fertilité. Le film s'ouvre avec une capote pleine de sperme que le type agite comme ça en faisant tourner, et étant très très fier de cette semence, puisque lui se pense comme une future star et se dit bah, ça aura peut-être de la valeur plus tard. Il lui propose même de conserver la capote. Et donc on est déjà dans une image d'une fertilité qui pourrait être contrariée. Ou monnayée, disons. Ou monnayée, exactement. Le film se termine, pas tout à fait, mais c'est l'avant-dernière scène, sur plusieurs femmes enceintes quand elles rentrent chez elles à Baltimore. Et il y a un discours fabuleux, moi peut-être de mon personnage préféré, de cette espèce de prêtre, probablement chrétien, qui d'ailleurs fait appel à un épisode de l'Évangile et qui parle du massacre des innocents. Donc c'est cet épisode où des bébés ont été massacrés, une tuerie de bébés, exactement au moment où Jésus venait de naître. Donc c'est contemporain de la naissance de Jésus. Là encore, il y a quelque chose de... le prophète naît, mais on tue en même temps les bébés. Donc il y a un truc comme ça où à chaque fois on a le côté pile et face en même temps qui est toujours édicté. Et ce personnage, moi je l'adore parce qu'il a cette phrase fabuleuse où elle rit dès le début du prêche, quoi. Dès le début du prêche, elle ne peut pas s'empêcher de se moquer. Et lui dit sarcasm, I'm a big fan of sarcasm. Il est très fan du sarcasme. Sans qu'on sache d'ailleurs si c'est encore un sarcasme de sa part ou pas, et s'il est vraiment sincère quand il dit ça. Et donc ce prêche a à voir avec la fertilité, puisqu'il raconte que Jésus... Alors ça, je ne sais pas du tout si c'est vrai, j'ai pas vérifié, mais Marie et Jésus et Joseph se seraient réfugiés dans une grotte qu'on appellerait la grotte de lait, et dont la présence divine finalement de Jésus a fertilisé la poussière. Et cette poussière serait ensuite envoyée aux quatre coins du monde. Enfin, des gens vont la chercher ou l'envoient et aurait fertilisé énormément de femmes à travers la planète. Ce qui est, bon, évidemment complètement délirant, mais il y a tout un truc. Le film développe un motif très très fort là-dessus. Moi, je trouve sur la fertilité et l'infertilité. Il y a quelque chose qui est assez beau. Alors, je pense aussi que ça parle beaucoup de cinéma. Le film, c'est pas par hasard s'il y a un tournage. Le film, d'ailleurs, s'ouvre à la fois sur cette image de sperme dans une capote, mais aussi on parle ils ont fait une séance de cinéma la veille et ils sont pas d'accord sur le film. Ils se disputent très très rapidement, mais on a vu un film et elle le trouvait complètement débile parce que il s'agissait, je pense, d'un film de SF où tout le monde parle la même langue alors qu'ils viennent de planètes différentes. Elle, ça la choque, alors que lui dit mais c'est qu'un film. Oui, c'est qu'un film et puis juste après, on retrouve la classe dans le bus du voyage scolaire où ils se filment les uns les autres. Donc effectivement, ils font les clowns devant les uns les autres se filmant avec le téléphone portable. D'ailleurs, plus tard, elle va abandonner son téléphone portable, ce qui va un peu marquer le vrai début de son aventure. Non, mais ce que je disais tout à l'heure, c'était pas du tout une réserve. Moi, je trouve le film vraiment, vraiment réussi. C'est plutôt une interrogation. Mais ce que tu dis, on voit bien qu'il y a deux pôles, en effet, dans le film. Ça pourrait être un film, comme on en voit pas mal aujourd'hui, disons, un peu apocalyptique. Et je dirais que ça pourrait l'être peut-être d'autant plus que c'est un film qui nous fait penser à ce pu exister dans le cinéma indépendant américain, disons des années 90, qui aujourd'hui n'existe quasiment plus.
Donc on est dans un moment du cinéma où, en gros, il n'y a plus vraiment de moyen terme, si je puis dire, entre un film comme celui-là et Dune 2, d'une certaine façon. C'est-à-dire entre un cinéma qui est entre, disons, des très 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 grosses machines et un cinéma comme ça, hyper minoritaire, où on a l'impression qu'il n'y a que des minorités, en fait. Qu'il y a vraiment que l'Amérique est une espèce de chapelet de minorités, toutes plus ou moins explosives. Mais on pourrait donc croire qu'il y a un côté apocalyptique, lié aussi à l'Amérique de Trump, même Amérique post-Trump, qui peut-être est redevenue une Amérique pré-Trump, maintenant. Mais c'est vrai que le film a aussi un côté très joyeux, très drôle. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, pour utiliser un adjectif un peu facile que toi, tu n'as pas utilisé, mais que moi j'utilise, un peu inactuel. C'est-à-dire que le film, effectivement, joue sur plusieurs inscriptions dans le temps. Il y a un moment où le personnage du suprémaciste lui dit je crois que les vêtements que je pourrais te prêter, que j'ai chez moi, sont sans doute pas des vêtements très contemporains. Mais il dit mais j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui va te déranger, que t'es pas non plus toi quelqu'un de très contemporain. Et c'est vrai. Et plus tard, il y a ce dialogue dont je crois que c'était Nick Pinkerton l'a rappelé lors du débat, dont je précise parce que je vais le dire tout à l'heure, que Sean Price Williams avait dit que c'était peut-être le meilleur débat auquel il avait participé. Faut quand même, voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, je l'avais oublié. Moi, j'y étais pour rien, je faisais que la traduction. Mais Leldo, lui, il y était pour tout, donc j'avais oublié. Et il y a cette discussion qui est sur la jeunesse, et où la discussion s'oriente sur le fait, voilà, jeunesse perdue, génération perdue de plus, vous n'aurez pas d'avenir, etc. Quelque chose comme ça, je résume, hein, parce que je me souviens plus dans le détail. En revanche, ce dont je me souviens, c'est elle répond, elle dit, c'est pas du tout vrai. Enfin, c'est pas forcément vrai, je suis peut-être pas un personnage qui déjà a tout vécu et qui arrive trop tard, et le monde va à sa perte, et peut-être, pour le coup, il y va vraiment. Non, je suis peut-être un personnage qui n'existe pas encore. Et elle le dit aussi plus tôt dans le film, avant même qu'on la voit passer à travers ses différentes identités et aussi rôles, actrice, etc., habillée comme une espèce de personnage de conte. Je crois que justement c'est la fille que tu évoquais tout à l'heure qui lui dit j'ai l'impression que tu fuis quelque chose. Un peu avant, il lui dit mais tu es qui ? Et elle répond je suis personne. Et effectivement, alors ça c'est un autre aspect du film par rapport auquel moi je m'interroge aussi, c'est qu'il y a cette jeune femme au centre du film. Elle est là tout le temps. Le film s'ouvre, elle fait une espèce de clin d'œil comme ça à son partenaire, mais aussi un peu à la caméra, et elle termine, elle sort du champ, puis elle re-rentre dans le champ, elle s'adresse. Elle est très présente. Redis-moi son nom, pardon, excuse-moi. Talia Ryder. Talia Ryder. Bon, elle a une présence incroyable, elle est très belle, voilà. Enfin, pas en même temps, mais ce que je trouve, ce qui m'intéresse, je sais pas exactement quoi en penser, c'est que on pourrait penser encore une fois qu'elle pourrait avoir une espèce de fonction de destin un peu sacrificiel, tu vois, genre je suis maltraité ici, je suis maltraité là, et puis je m'en sors, et puis de Caribe dans Scylla, comme on dit. Et en fait, c'est pas du tout ça. Elle traverse ça avec une grâce et d'une certaine manière sans y laisser vraiment des plumes, en fait. On comprend que c'est plutôt une fois qu'elle est rentrée qu'elle va en baver, quoi. C'est plutôt une fois qu'elle est rentrée à la maison. Et elle s'en sort tout le temps. Non, mais je dis ça, c'est par rapport à ce personnage qui est un personnage, un personnage archétypal, plus que ça, qui est peut-être un des rares personnages, je dirais, vraiment mythologiques de notre époque au sens large, qui est la jeune fille. Voilà. La jeune fille, au cinéma ô combien, évidemment, qui traverse quelque chose et qui... Oui, et qui en l'occurrence, et c'est très malin dans le film, et peut-être même plus encore que simplement malin, qui en l'occurrence n'est pas sali. Hein. Il y a cette scène dont on parlait aussi beaucoup pendant le débat, qui est peut-être la scène cinématographiquement et aussi moralement la plus forte du film, où elle est à l'hôtel avec le suprémaciste. Il faudrait vraiment lui donner son prénom parce que j'ai oublié. Enfin, l'acteur, c'est Lawrence, merci. Et ils sont à l'hôtel et elle fait mine de s'offrir à lui en se présentant à lui sur le lit. Elle est en déshabillé, peu importe. Et lui ne sait pas comment réagir par rapport à elle. Et
aussi bien Sean Price Williams que Nick Pinkerton disaient très bien que ce qui les intéressait là-dedans, c'était que elle sait que, en fait, elle sait que le type s'imagine, enfin, elle sait qu'il va rien se passer d'une certaine façon. Elle n'est pas en danger. Elle n'est pas en danger parce que oui. le personnage va peut-être être séduit, peut-être être tenté, mais il ne franchira pas le pas. Et en plus, c'est remarquablement filmé, là, enfin, pas pour le coup, mais remarquablement filmé, parce que il y a un moment où on la voit sur le lit, et lui, on le voit, il est assis à une table à côté, et il est de profil, et on ne sait pas exactement où il est dans l'espace totalement par rapport à elle, s'il est sur le point de se lever ou pas. Voilà. Et je sais pas, j'ai été très intrigué par l'idée qu'elle est séquestrée quand même à plusieurs reprises. Elle est, alors pas par lui, mais par le type qui la recueille après l'attentat pendant le tournage. Elle est quand même plus ou moins séquestrée et elle n'entre jamais dans un scénario de désir et vraiment de concupiscence, quoi, comme on en a vu tellement. Et, oui. je m'interroge là-dessus. Non, c'est plutôt elle qui en joue. Ouais. Et d'ailleurs, tout l'épisode avec Lawrence, justement, ce suprémaciste blanc, moi je dirais que c'est très très adroit parce que ça joue en plus de multiples références, mais dont le dernier poème d'Edgar Allan Poe, Annabel Lee, qui est l'histoire mais qui est le prénom qu'elle porte à ce moment-là, d'ailleurs. C'est le prénom qu'elle se donne, qu'elle se donne quand elle le connaît. Et donc on comprend d'ailleurs que c'est sans doute la raison pour laquelle lui, il l'accueille chez elle, parce que à cause du prénom et du poème. Oui, parce que lui est spécialiste manifestement de la littérature d'Edgar Allan Poe. Il est hyper connaisseur et professeur, dit-il, à l'université. Donc, il est tout de suite attiré par ce prénom, évidemment. Et bon, alors le poème, il le récite justement d'une manière un peu quasiment religieuse, mais un religieux qui se fouetterait le dos, quoi. Parce que il sait qu'elle est nue dans la baignoire, mais il sait qu'il doit pas regarder, quoi. Mais il s'est quand même approché de la porte. Mais alors, évidemment, il va pas regarder, mais il récite le poème comme ça. Et on voit qu'il y a tout la thématique presque de Lolita qui apparaît, parce que alors dans Lolita, ce poème est énormément utilisé, par ailleurs par Nabokov. Il y a tout un truc de jeu dans leur ballade, la différence d'âge. Alors elle est pas aussi jeune que Lolita, elle est déjà majeure, mais la différence d'âge est quand même est grande, et lui se vit comme ça, comme trop vieux pour elle. Oui, donc et lui introduit... Il se l'interdit. Et tu dis trop vieux, et il introduit un truc qu'on entend... Enfin, moi, ça m'a frappé, je n'avais pas le souvenir de l'avoir entendu beaucoup dans des films ou même ailleurs. Il lui dit... il va contre l'idée que l'Amérique est un pays jeune, que les États-Unis sont un pays jeune. Il lui tient tout un discours à un moment en disant... C'est une des erreurs que font les Européens à notre égard, de penser que l'Amérique est un pays jeune et qu'on est des naïfs. Non, pas du tout. Il y a certains endroits où la démocratie a été créée ici, avant même tout autre endroit dans le monde. Et il est porteur comme ça d'une espèce de profondeur, d'ancrage historique très... Oui. Au travers aussi, au milieu de plein d'autres théories complètement complotistes et délirantes. Donc, mais parfois, il y a une parole comme ça qui est mais justement, si on est un peu, parce que moi je pense que c'est bien de l'être, si on est un peu schématique, un peu bête, pourquoi ce personnage est-il sympathique ? Est-ce que c'est pour nous dire que, au fond, méfiez-vous d'autant plus parce que, comme diraient les Anglais justement, a wolf in sheep's clothing, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait dire, nous, en utilisant un mot français, la dédiabolisation est achevée, voilà. C'est-à-dire que c'est destructeur, parce que c'est quand même des destructeurs aujourd'hui ont appris à se donner les apparences de la civilité, voilà. Est-ce qu'en gros, il y a de la part du cinéaste quand même de nous dire, regardez, ils sont d'autant plus dangereux que justement, maintenant, ils savent se faufiler parmi nous. Est-ce qu'il y a... Non, mais Pas du tout, je pense que c'est pas ça, on est d'accord. Non, je sais pas, justement. Moi, il me semble pas. Moi, je pense qu'il y a énormément de facéties, déjà, je sais pas.
de la part du scénariste. Oui, mais le sujet est trop sérieux pour s'en tenir à la facétie. C'est pas moi qui vais dire du mal à la facétie, mais le sujet est trop... Mais je crois qu'il y a cette idée que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'ils aiment beaucoup l'ambiguïté, créer des personnages ambigus qui possèdent le pile et le face en même temps. Oui, mais une autre manière de poser... Dans le même mouvement. Donc, Ça, je suis d'accord, je suis tout à fait convaincu, mais une autre manière de dire la même chose, c'est qu'elle passe à travers des... Elle traverse en tout cas des univers qui sont des univers qui ne sont pas tous comparables. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire, tu ne peux pas comparer. Personne ne viendrait à l'idée de personne de comparer ce qu'elle connaît, enfin, ce que représente Lawrence avec ce que représente le couple de cinéastes qui sont, je sais pas, sans doute une sorte de caricature de cinéaste woke, on pourrait dire ça comme ça, très, voilà. Et puis, on peut pas non plus mettre sur la même ligne, ce qu'elle va connaître ensuite lorsqu'elle va être, disons, à la fois recueillie et séquestrée par un type qui travaillait sur le tournage et qui veut pas qu'elle croise son frère, dont on comprend qu'il fait partie d'une espèce de groupe armé qui s'entraîne sur de la techno, si j'ai bien compris. Et puis ensuite, elle va être entre les mains, recueillie par le prêtre. Puis ensuite, elle va revenir chez elle, ce qui est d'ailleurs... Et c'est pas tout à fait inintéressant, son oncle est interprété par Sean Price Williams. Donc on traverse quand même, en termes d'imagerie, il y a des équivalences dans le sens où on passe d'une imagerie à une autre, mais d'un point de vue, pardon, je me fais peut-être plus bête que je ne suis, d'un point de vue politique, tu peux pas dire tout n'est pas du même, ne représente pas ni le même degré de gravité, de danger, d'actualité, quoi. Bien sûr. En revanche, le mécanisme d'assignation, il est le même. Donc je pense qu'elle est constamment assignée à quelque chose. Et elle, alors c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'elle a comme une prescience, et notamment dans le rapport qu'on pourrait qualifier de sexuel aux hommes, mais même aux femmes, puisque finalement la seule qui va faire un geste vers elle et qui va la toucher physiquement, c'est la cinéaste. C'est la cinéaste qui d'ailleurs surgit, qui essaie de lui voler un baiser. Enfin, on le sent arriver. Elle va pas le faire, mais qui vient frapper à la porte de sa chambre la soirée du tournage. Et elle croit que c'est l'acteur, manifestement, parce qu'elle s'apprête un petit peu. Et elle lui touche le visage en essayant de lui marquer un sourire, comme ça, en relevant ses joues, pour qu'elle marque un sourire. Mais elle est évidemment pas du tout convaincue par cet amour très soudain de cette cinéaste envers son actrice. Donc, elle la repousse et elle referme la porte de sa chambre d'hôtel. Mais je pense que, effectivement, il y a comme elle est constamment assignée à une place, alors notamment femme, mais pas seulement. Aussi sa jeunesse, par exemple, joue beaucoup. Mais qu'en revanche, elle a des stratégies, elle a comme une prescience des mécanismes d'assignation, parce qu'elle arrive constamment à les contourner. Mais là où le personnage... Constamment. Et avec toujours soit de l'humour, soit du sarcasme, soit sa manière de s'en sortir avec ce groupe de fanatiques religieux là qui dansent en armes, c'est assez génial. Oui, alors là où le personnage en effet est très réussi, c'est qu'elle est ni innocente ni perverse. On pourrait croire que, encore une fois, je dirais, on pourrait croire qu'elle sort de nulle part, qu'elle est un peu née de la dernière pluie, et que voilà. Non, elle est pas ça. Elle est pas perverse non plus dans le sens où elle joue pas trop d'une espèce de pouvoir de séduction qu'elle aurait et qui lui permettrait un peu de tromper. Elle trompe personne. Elle trompe jamais personne. Jamais elle ne promet quelque chose qu'elle ne peut pas tenir. Elle se débrouille, mais, et alors, ce qui est étonnant aussi par rapport à ce qu'on dit, qui est un peu, disons, les dangers auxquels elle est vraiment confrontée, notamment sexuels, c'est que la seule référence sexuelle directe qui lui est faite, si je puis dire, c'est quand elle rentre chez elle et que je crois que c'est sa sœur qui lui dit, tu sais, ce qu'on dit de toi, que tu serais assez belle pour jouer dans les films porno. Donc, c'est assez inattendu. C'est que c'est une fois rentrée à la maison, qu'au niveau de la sexualité, si je puis dire, le pire lui est balancé à la face. Parce que c'est pas réellement une chose qu'on a envie de s'entendre dire. Non. Et c'est pas une promesse très agréable, évidemment. D'ailleurs, on pourrait peut-être conclure ce podcast en évoquant la fin du film, qui est quand même assez... moi, je la trouve assez fabuleuse, justement. Donc, elle retour à Baltimore. Il y a cette scène au bord de l'eau, où elle est quasiment assise comme la sirène à Copenhague. Absolument, ouais. Et elle voit donc son amie Tessa, avec qui elle avait correspondu un peu pendant
ce trajet. Discussion entre les deux, et une autre amie avec le premier homme avec qui justement elle a couché dans l'ouverture du film apparaissent en contre-haut, et il y a une discussion aussi. Donc les deux femmes sont enceintes. Et puis si je puis dire, il y a pas, enfin, prolonge si tu veux oui, bien. Oui, je t'en prie. Et, déjà, les deux femmes, elles sont enceintes et elles se font des blagues en disant « Je viendrai te voir à l'hôpital, je te demanderai de t'emprunter les trucs et tu m'enverras chier ». Il y en a une qui fume, quand même, enceinte, ce qui aujourd'hui est un truc qui n'est pas là pour rien, évidemment. C'est-à-dire qu'il y a à la fois... ça, c'est, je trouve, très, on va dire, peut-être très américain. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une sorte de vision... de la normalité et en même temps d'une normalité complètement déglinguée, quoi. C'est-à-dire elle fume, elle arrive, l'autopédie, à quoi t'occupes ton temps? Je sais pas, le mec il dit je fais du drywall, je sais pas quoi. Enfin. Et puis de quoi parle-t-elle? Du suicide d'un ami pendant l'absence, justement, pendant tout ce trajet-là, du suicide d'un ami qui s'est pendu, si je me rappelle bien. Enfin, qui s'est repris à 2 fois. Même si j'ai non, qui s'est tiré une balle, mais qui a pas réussi à la première fois, qui a dû réarmer l'arme pour réussir, et puis elle de son overdose au paracétamol qu'elle avait. Tu te souviens de ton overdose au paracétamol? Oui, mais je pense que l'idée est présente, on l'a déjà dit, mais l'idée est présente que ce qu'elle n'a pas connu, enfin que ce qui s'est déroulé pendant tout le temps où elle a été absente, n'est pas forcément plus calme, ni plus normal, entre guillemets, que l'espèce de virée quand même assez délirante qu'elle a faite. Voilà. C'est-à-dire qu'elle retourne, et au fond, d'ailleurs, elle ne raconte rien. Voilà, on peut dire qu'elle n'a pas besoin de raconter parce qu'on l'a vu. Elle ne raconte rien. Hein, on lui demande... Je crois que même quelqu'un lui dit, mais tu n'en parles pas. Mais de toute façon, on ne l'assaille pas de questions. On doit considérer que... Oui. Elle dit juste, je voulais vivre ma vie. Voilà, mais elle doit considérer soit que ce qu'elle a vécu n'était pas intéressant, soit parle pas. En revanche, il s'est passé des trucs qui sont... qui sont lourds. Ils sont tout enceintes autour d'eux, le mec qui s'est suicidé, il y a une overdose, il y a son ancien copain, et c'est assez... Là et aussi, la dernière scène, c'est repas de famille, après cette scène au bord du lac, repas de famille, qui a l'air, enfin repas de famille et d'amis, qui a l'air plutôt, l'ambiance a l'air détendue. Et puis soudain, à la télé, il se passe quelque chose. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, a priori, c'est un attentat, en tout cas une terrible explosion dans un stade, je crois, en tout cas, où il y a peut-être 65 000 personnes. Je crois il est dit ça à la télé, on l'entend comme ça. Et elle, au lieu de rester, parce que tout le monde est complètement hébété par la nouvelle, elle quitte la pièce, et elle se retrouve avec sa sœur, où elle a une courte discussion. C'est là que sa sœur lui dit, mais on dit que tu jouais dans un film porno pendant cette absence. Et on dit que t'es assez belle pour jouer dans un film porno. T'es suffisamment belle, voilà, ouais, c'est ça, t'es assez belle. Et puis elle lui dit qu'elle a du tramadol aussi, qu'elle peut lui enfiler si elle veut. Et puis elle quitte aussi sa sœur, et puis elle marche comme ça dans un son hyper inquiétant, étrange. Et c'est la fin du film, avec ce dernier carton, Everything will happen. Tout arrivera, quoi. Tout arrivera, ouais. Mais c'est vrai que... le film est, à sa façon, très particulière, tourné vers demain. Ce qui est quand même une chose parce qu'il explore, aujourd'hui qui ne court pas les rues, disons. Il explore des potentialités, sans doute pas encore faites, malgré la période Trump, et ce pays peut aller encore plus loin, dans le bien ou le mal. Oui, et ça commence pas vraiment... Si, ça commence à Washington, vraiment, donc ça commence sous le signe... de la nation américaine, et puis ça se termine avec le drapeau. Avec le drapeau aussi. Comme dans beaucoup de films américains, mais elle sort et elle va ailleurs. Alors, on va clore, mais est-ce que tu peux dire un mot, peut-être du prochain épisode? Du prochain épisode du podcast, tu veux dire? Qui sera argentin. Oui, alors c'est un film argentin qui était, je crois, un certain regard au Festival de Cannes l'an dernier. C'est un film fabuleux, c'est l'histoire d'un casse, mais on va pas dévoiler, mais voilà, c'est un film de 3 heures, mais on s'ennuie pas une seule seconde, parce que le film rebat les cartes du genre, quoi. D'accord. C'est vraiment fabuleux. D'accord. Et puis... il existe, on n'a pas fait encore véritablement de page Facebook dédiée, mais il y a une page Instagram qui s'appelle Spéculation by Sofilm. Oui. Donc si vous voulez évidemment suivre les actualités du podcast, c'est très facile, mais aussi réagir, commenter et faire part de tout ce que vous voulez, vous êtes les bienvenus. Merci. Merci.
bounty law. You don't ever bring them in alive, now do you, Jake? Not when there's 3 of them and 1 of me.